c'est la destruction complète. Alors, il n'y a aucun respect pour la famille. Point 11. Le prix du patriotisme, à la page 33. Dans le même document du Sénat, concernant les activités des services d'intelligence sur les droits des Américains, dont il est fait référence aux pages 166 et 167, on découvre que le gouvernement fédéral a dirigé les activités de ces services d'intelligence contre un groupe d'Américains. À la page 166, la première classification identifiée est celle des groupes de droite et anticommunistes, et le premier groupe apparaissant sur les listes de surveillance de l'armée à la page 167 est la John Birch Society en tant que cible numéro 1 et les Young Americans for Freedom comme cible numéro 2. Par conséquent, les groupes de citoyens américains considérés comme étant le plus grand ennemi des États-Unis par le gouvernement fédéral sont ceux des patriotes conservateurs. Bien que cette information ait été disponible depuis avril de cette année 1979, personne n'a mentionné cette découverte incroyable comme quoi le gouvernement fédéral considère le patriotisme conservateur en tant que son plus grand ennemi. J'ai reçu à cet effet toutes sortes d'informations de tous les coins des États-Unis. Rien de surprenant dans cette découverte, si l'on considère ici à l'Agence de presse libre que le plus grand danger pour les internationalistes, les grands banquiers internationaux et compagnie, voulant à tout prix et par n'importe quel moyen instaurer un nouvel ordre mondial, une nouvelle idéologie mondiale, c'est celui du traditionnalisme, entre autres les traditionnalismes religieux et les traditionnalismes politiques. En ce sens, il devint par conséquent évident que les mouvements qui seront les plus attaqués dans un proche avenir, ceux que l'on tentera de faire passer pour fanatiques, violents et comportant des troubles psychiatriques sérieux, seront ces groupes rattachés à la tradition. Non seulement on tentera de les faire considérer par l'ensemble des populations comme étant nuisibles à l'émancipation du nouvel ordre, du nouvel homme, dans la nouvelle société du nouvel ordre mondial, mais encore on provoquera des situations fabriquées s'il le faut pour s'en servir comme prétexte afin d'en arrêter leurs membres et d'en saisir leurs propriétés. Tout cela sous le couvert que l'attachement à quelque tradition que ce soit recèle des troubles psychiatriques poussant les individus à des excès de violence. Il est à craindre qu'une fois réglé le sort des différents groupes traditionnalistes, on établisse par la suite les mêmes mécanismes d'extermination quant aux groupes religieux s'attachant à la croyance en un seul Dieu, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Puis ça, on peut le voir dans les différents médias, là, toute cette propagande malsaine là, en vue de criminaliser tous ces groupes-là. Puis souvent, c'est fait à même de gens qui travaillent pour cette élite mondiale-là, qui ont infiltré certains de ces groupes, puis qui vont faire des conneries, comme je pense à un pasteur aux États-Unis là, qui s'amuse à brûler des Corans, puis juste pour provoquer. Mais le but est pas de provoquer. Le but, oui, est de provoquer, mais c'est tout mis en place, justement, pour que les chrétiens passent pour les gros méchants. C'est pareil comme pour les flottilles qui s'en vont à Gaza. Ils passent tous pour des gens qui s'en vont sous le couvert d'humanitaire, alors qu'ils s'en vont en guerre. Le 15 mai, on a vu, jour de la grande révolte des musulmans, des Palestiniens contre Israël, ils ont mis des gens qui n'étaient pas armés sur le côté du clan palestinien pour provoquer Israël, puis Israël, ils se défendent, eux autres, là. Ça fait des mois qu'on reçoit des menaces, puis quelques semaines que c'est prévu là, dans tout leur calendrier musulman, que le 15 mai, là, il va se passer quelque chose de grave. Puis là, ils s'en vont mettre des gens qui ne sont pas armés, puis qui provoquent, qui lancent des roches, puis tout ça. Puis là, après ça, ils accusent Israël d'être le provocateur, d'avoir tiré sur les Palestiniens. Puis la même journée, pour partir de la croisade en Amérique, ils sont allés dans une église évangélique,
Les musulmans sont allés dans une église évangélique, se sont assis parmi les gens, puis puis le pasteur, cette journée-là, il célébrait justement Israël parce que c'était en souvenir du 15 mai 1948. Alors, quand il a commencé à parler d'Israël, là, les musulmans ont commencé à chahuter dans l'église. Puis là, tu regardes leurs vidéos là, faites par les musulmans, puis là, c'est les chrétiens là, qui passent pour des méchants. Parce que les musulmans constatent qu'ils ont manifesté pacifiquement. Mais je regrette, mais ils étaient dans une église évangélique. Il n'y avait pas d'affaire là. Pas sûr qu'on ferait la même chose dans leur mosquée. Si on serait reçus, si on nous laisserait faire, si on nous tolérerait à faire ce qu'ils ont fait. Alors, ils revirent toujours, toute la situation est toujours retournée dans le but de nous, on est les coupables. Mais c'est le même dans bien des domaines. Point 12. Le prix de l'apathie. J'ai obtenu le rapport de 1945 de l'OSS, l'Office de Strategic Service, le bureau précurseur de la CIA, 7e armée, William McQueen, colonel GFCAC du G2 sur la libération de Dachau, un camp de concentration pendant la libération de l'Allemagne. Ce rapport contient plusieurs groupes d'informations, mais la portion la plus significative de ce rapport se rapporte à lui-même avec la section consacrée à la population de la ville. Citant ce rapport sur la raison pour laquelle les habitants de cette petite ville ne se sont pas plaints, ou même pourquoi ils n'ont pas renversé les oppresseurs, mais ont tout simplement continué leur vie quotidienne, même s'ils perdaient leur liberté, je découvre en citant, ces mots reviennent encore et encore. Ils sont la rationalisation d'un homme qui admet qu'il était membre du parti nazi. J'y étais forcé, pour des raisons d'ordre économique, disent ces villageois. On nous avait menti sur tous les fronts, mais ils ont admis savoir que le camp existait. Ils ont vu en détail ce qui se rapportait aux détenus passant à travers les rues sous bonne garde et dans certains cas, même les SS agissant brutalement envers les citoyens de la ville. Lorsqu'on leur a demandé s'ils se rendaient compte que pendant les 3 derniers mois précédents, la libération, quelques 13 000 hommes se trouvant à proximité de leur habitation perdirent la vie. Ils se déclarèrent choqués et surpris. Lorsqu'on leur demanda s'ils n'avaient jamais vu des convois de morts et de mourants passer dans les rues de leur ville le long du chemin de fer, ils ne firent référence qu'au dernier convoi. Ils insistèrent que la plupart des trains arrivaient de nuit et qu'il s'agissait de wagons scellés. S'était-il jamais demandé ce qu'il y avait dans cette procession sans fin de wagons qui arrivaient remplis de personnes et qui repartaient toujours vides? Une réponse typique était « On nous a dit que c'était alors du matériel militaire et du butin provenant de France. » Il a été clairement établi que quiconque déclarait n'avoir vu qu'un train arriver en plein jour mentait platement, et il y a beaucoup de ces gens à Dachau. L'analyse de l'élément antinazi de la ville démontre 1. Que les gens savaient ce qui se passait dans le camp même 10 ans avant la libération. 2. La ville faisait des affaires d'or avec les gardes travaillant au camp. 3. 90% sont coupables et se sont couverts de sang d'êtres humains innocents. 4. Les gens sont à blâmer pour leur lâcheté. Ils étaient tous trop heureux, lâches. Ils ne voulaient rien risquer, et c'était la manière que les choses existaient à ce moment-là à travers toute l'Allemagne. La conclusion de ce rapport, écrit à Dachau en 1945 sur la libération du camp de concentration, s'applique aujourd'hui. La conclusion est la suivante. Si l'on est prêt, chacun des lecteurs de ce document journalistique concernant la mise en place depuis des années et plusieurs rapports différents tendent à le confirmer de camps de concentration réservés à ceux qui s'opposeront à l'instauration d'un nouvel ordre mondial, chacun des lecteurs, dis-je, qu'il le veuille ou non,
est directement concerné, en ce sens qu'à partir du moment où il prendra conscience de l'existence d'un tel projet démentiel, s'il ne fait rien, tant sur le plan de l'information que sur le plan politique, il deviendra complice, comme la population de Dachau, de la pire des ignominies que connaîtra l'humanité dans son ensemble. Donc, si l'on est prêt à faire l'immense effort, à accepter la terrible responsabilité de juger une ville entière, la mesurant comme masse de population, afin d'établir un verdict d'innocence de tous ses habitants, dans leur complicité à commettre ce crime des plus haineux, on ferait bien de se rappeler alors l'ombre menaçante qui pèse sur tous dans cet état où le crime a été incorporé et appelé gouvernement. On peut donc voir comment le programme dans son ensemble est relié ici. Ma poursuite se faisait contre un seul des aspects du programme global. Le bras devant appliquer la conspiration, les gens qui créent l'encadrement qu'occuperont les camps de concentration, dans lesquels les ennemis des États-Unis seront incarcérés. Souvenez-vous de Solzhenitsyn lorsqu'il disait dans l'archipel du Goulag: la résistance aurait dû commencer au tout début, mais elle ne se fit pas. Vous n'êtes pas bâillonné, vous pouvez et vous devriez crier que des arrestations ont lieu sur la force de fausses accusations. Si de tels cris s'étaient élevés de partout dans la ville, les arrestations n'auraient pu continuer de se faire aussi aisément. On vit le même problème aujourd'hui. Un exemple frappant d'une situation semblable est mon propre cas. Plus d'une fois, le système judiciaire de ce pays m'a volontairement créé de pure pièce une réputation de criminel. Tout cela dans le but évident de me discréditer aux yeux du public en général et ainsi discréditer mon message à la population. Le Canada, par le biais de ses différents systèmes policiers et juridiques, tant fédéraux que provinciaux, a réussi avec le concours du silence de la population concernée à me faire passer pour un criminel. En suis-je véritablement un? Je pose la question à tous. La population à Dachau et de beaucoup d'autres endroits en Russie, en Chine, en Amérique centrale, etc., est-elle si différente intérieurement de la population des États-Unis, du Canada, de la France et du Québec lorsqu'il s'agit pour elle de protéger un semblant de sécurité, de réputation sur le dos d'innocents? Je pose la question. Demeurera-t-elle sans réponse aucune, comme ces interminables wagons traversant la nuit froide de Dachau? Il y a deux petits mots que je ne peux pas voir à cause du tampon qui est au-dessus. Je vais continuer. Ils, trois petits points, ne peuvent travailler sur la place publique à la vue de tous. Ces gens apathiques espérant que tout aille pour le mieux, que rien n'arrive à leur personne et à leurs biens, sont restés assis et ont regardé. Les anarchistes financés par des intérêts multinationaux mirent à sac leur pays. Si vous pensez qu'il suffit de payer votre hypothèque, vos factures de télé, d'aller voter lorsqu'il y a une élection et vous retirer et regarder en spectateur que votre pays et votre mode de vie soient remplacés par un système où vous serez un esclave dans un camp de concentration, vous et non pas les conspirateurs, être coupable car votre acquiescement silencieux aura permis l'instauration de la tyrannie et de l'oppression. Et lorsque vous devrez voler de la nourriture parce que la production sera destinée à l'exportation, simplement parce que le département de commerce, à travers l'ordre exécutif 11 490 et ses ordres précédents, sera responsable de la distribution internationale de nos biens, ne restez pas assis dans un caniveau, mangeant en cachette, en vous demandant ce qui a bien pu arriver, car vous aurez rendu tout cela possible. Puis maintenant, avec les nouvelles lois qui sont passées, la
la S510 et la C36 pour le Canada, qui empêche maintenant d'avoir des jardins, d'avoir des aliments naturels, des épices, qui sont considérés comme des aliments naturels. Eh bien, on peut voir là, l'agenda est très clair. Ils veulent affamer les populations pour les rendre esclaves, justement, de cette distribution internationale, de prendre ce contrôle de l'alimentation via Monsanto et les petits amis. Alors, ils vont pouvoir, si vous ne vous soumettez pas, ben, vous empêcher d'avoir de la nourriture. Alors, la carte d'identité va servir à ça. Si vous ne présentez pas votre carte d'identité, ben, vous n'aurez plus aucune aide dans aucun service, incluant la nourriture.